Et ensuite, pour finir votre intervention, mais il faut mettre le bouton vers la gauche. Donc, j'espère que vous êtes prêts à commencer le débat sur les petits agriculteurs, sur les défis auxquels ils sont confrontés. On a beaucoup d'agriculteurs dans la salle, autour de la table. Et autour de la table, il y a beaucoup de spécialistes qui sont directement impliqués dans l'agriculture. Et ce sont de très bonnes nouvelles parce que vous êtes bien sûr les meilleurs à connaître la situation dans les fermes à taille humaine. Quels sont les moyens qui nous aident à préparer l'avenir? Le premier intervenant d'aujourd'hui est l'ancien ministre de l'agriculture et pour lui c'est un grand défi justement de prêcher ici dans son pays dans un contexte très compliqué et en tant que directeur général adjoint à la Direction générale agriculture et développement rural de la Commission européenne, il doit être indépendant. Il remplit cette fonction tout en gardant son indépendance et il va nous parler, il va nous présenter son point de vue lié à l'évolution numérique. Il est spécialisé en développement économique, il a un doctorat en économie, il a été ministre de l'Agriculture en Roumanie et aujourd'hui il est directeur général adjoint, comme je viens de le dire, à la Direction générale agriculture et développement rural de la Commission européenne. Monsieur Dumitru, je vous passe la parole et s'il vous plaît, faites-nous savoir votre point de vue sur les fermes à taille humaine, sur les défis liés aux nouvelles technologies. Je vous remercie pour la présentation. Bonjour à tout le monde. Permettez-moi tout d'abord de saluer le Parlement de la Roumanie dans ce contexte de la présidence de la Roumanie qui organise les débats d'aujourd'hui. Et je souhaiterais aujourd'hui, après les débats d'hier, je suppose que vous avez parlé des aspects budgétaires les plus importants. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler des propositions de la Commission sur la PAC. Une des politiques les plus importantes qui reçoit une partie importante du budget de l'Union européenne et qui joue un rôle important au sein de l'Union européenne. Donc, aujourd'hui, on va parler des petits agriculteurs, des petits fermiers, de leur rôle et de leur évolution à l'avenir du point de vue de la PAC. Nous allons parler aussi des évolutions numériques et nous allons parler justement, nous allons voir si on est prêt ou pas à mettre en place cette révolution numérique. Quand on parle des fermiers, on se doit de prendre en compte toute la chaîne de l'industrie agricole. Tout d'abord, on parle des petits agriculteurs et en Europe, on a environ 11 millions d'agriculteurs, de fermiers, et 33% se trouvent en Roumanie et beaucoup de ces agriculteurs, si on parle des superficies de leurs exploitations, sont considérés de petits fermiers parce que 66% ont moins de 5 hectares d'exploitation agricole conformément à une étude qui a été menée l'année passée. 47% des agriculteurs qui ont des fermes à taille humaine sont concentrés en Roumanie et 11% sont en Pologne. 66% des exploitations agricoles occupent seulement 6,2% du terrain agricole utilisable de tout le territoire de l'Union européenne, alors que
7% ont 5 hectares ou plus par agriculteur. Et ils utilisent ce terrain en tant que terrain agricole. C'est pour cela qu'on parle de petits agriculteurs et on va aussi parler des propositions pour l'avenir de la PAC. Vous savez très bien que la politique agricole commune a été et continue à l'être souvent accusée, à tort, accusée du fait qu'elle n'est pas juste. Et le taux de 20-80, donc 20% des bénéficiaires agriculteurs touchent 80% des subventions directes allouées dans le cadre de la PAC. Et cela se passe surtout parce que les paiements sont liés directement ou indirectement de l'exploitation agricole, ce qui est une réflexion du taux d'agriculteurs et de la superficie de leurs exploitations agricoles. Dans ce schéma, vous pouvez constater que 51% des agriculteurs qui ont moins de 5 hectares cultivent 6% du terrain et touchent 2,4 millions d'euros de tout le package financier, alors que 3,29 millions de fermiers touchent 29,3 millions d'euros et cultivent 107,4 millions d'hectares, alors que 0,08 fermes touchent en fait 9 milliards d'euros. Ce qui montre que les subventions directes par la politique agricole commune prend en compte la structure en fait des exploitations agricoles, ce qui et on peut constater qu'il y a des différences entre les États membres. Et ce que dans un pays peut être considéré une exploitation agricole de petite dimension peut être considéré comme étant de grande dimension dans un autre pays. C'est pour cela que pour la période suivante, 2020-2027, la Commission européenne a proposé une réforme de la PAC pour assurer une distribution plus équitable des subventions. Et dans cette nouvelle proposition, la Commission a été très attentive à soutenir en fait les jeunes qui veulent démarrer des activités agricoles, parce que la plupart d'entre eux partent dès zéro. Et quelles sont les propositions de la Commission alors pour améliorer justement l'attention donnée aux petits fermiers? Hier, quand on a parlé du cadre financier pluriannuel, on avait dit que la Commission proposait une réduction des paiements directs de façon progressive de 60 000 euros jusqu'à 100 000 euros. Peut-être que pour certains fermiers, c'est une bonne nouvelle, mais le résultat de cette allocation est le fait que l'argent reste dans les États membres et ça fait partie d'un effort de redistribution pour les exploitations agricoles de petite dimension. Cette réduction des fonds, ce plafonnement vise une redistribution obligatoire des paiements, alors qu'en même temps, on garde la référence de la distribution et les fermiers ont la possibilité de toucher des fonds de convergence.
Cela est valable pour les nouveaux États membres de l'Union européenne. Et il y a d'autres aspects et là, on veut allouer ces fonds vers ceux qui ont plus, qui en ont plus besoin, à savoir les fermiers qui, disons, genuine, originaux, on va dire, et l'idée est de faire la différence entre les fermiers actifs ou authentiques et ceux qui ont quand même d'autres activités, d'autres champs d'activité, mais les conditions sont imposées par chaque État membre. Il y a une définition dans la directive cadre à transposer par chaque État. On vous disait donc qu'on était très attentif à l'allocation de 2% du paquet financier national pour les paiements directs et ce paquet est alloué à chaque État pour aider les jeunes fermiers à établir une exploitation agricole et à dérouler l'activité. Qui plus est, il y a des subventions couplées qui peuvent être allouées dans le cadre de l'Union européenne pour faire face aux effets négatifs du marché interne, ce qui est important pour régler les difficultés de certaines industries qui sont confrontés justement à une série de difficultés. Et comme les petits fermiers doivent déployer beaucoup d'efforts administratifs, on propose une alternative, à savoir, au lieu de s'occuper de tous les éléments du premier pilier, et je vais vous montrer ici un schéma. Il s'agit là des subventions directes. Les États membres ont choisi de payer les subventions directement aux fermiers, et y compris le montant. Ce qui est optionnel, les fermiers peuvent opter pour le système total ou bien pour le système simplifié, mais c'est aux États membres de prendre finalement la décision finale. Cette idée a pour but de promouvoir une allocation plus juste des subventions, et les nouvelles propositions se propose de faire les fermiers, de déterminer les fermiers à respecter justement les conditions, et il faut aussi prendre en compte l'environnement. Et si certains fermiers ne peuvent pas respecter ces conditions, il faut se mettre d'accord sur le fait que 80% du terrain de l'Union européenne représente 48% des bénéficiaires. Et quand certains des fermiers sont exclus de notre objectif final, à savoir de protéger l'environnement et le climat, les fermiers ont la possibilité de modérer, on va dire, ces propositions, ces allocations, et les États membres ont la possibilité justement de choisir quelle voie prendre, quelle option choisir, pour donner la possibilité aux petits fermiers de ne pas appliquer les conditionnements de la même façon que les grands fermiers. Et il faut tenir compte justement de cette possibilité. Voilà les possibilités conformément au premier pilier, mais du point de vue du deuxième pilier, les petits fermiers essayeront toujours de coopérer
et d'avoir une position claire dans la chaîne de production. Et dans la période suivante du budget, il faut permettre aux petits fermiers d'avoir plus de force et de coopérer plus étroitement. On parle là d'une coopération qui peut avoir plusieurs formes. Et si on parle des partenariats d'innovation au sein de l'Union européenne et des groupes de coopération qui ressemblent des agricultures, les agriculteurs, les banques, les universités, eh bien là, on peut tenir compte de tous les intérêts tout en incluant les développements technologiques. Cela est très important pour que les petits agriculteurs aient accès aux technologies numériques, parce qu'ils ont des exploitations agricoles de petite dimension et ils ne sont pas trop puissants sur le marché. Et l'idée est aussi d'impliquer les fermiers dans les schémas de qualité alimentaire et surtout ceux qui produisent des aliments, des produits de bonne qualité, surtout les fermiers, les petits fermiers dont les produits ont reçu une indication géographique protégée. On les encourage à s'associer, à créer des groupes, des associations de producteurs, et on continue avec l'approche leader basée sur les stratégies et les solutions locales. Et là, les petits fermiers ont un rôle très important. Je ne vais pas parler seulement des propositions de la PAC pour l'avenir. En Europe, depuis plus de 10 ans, nous avons essayé de régler les points faibles des petits fermiers parce qu'ils doivent assurer une valeur ajoutée jusqu'à la fin de la chaîne de distribution. Ainsi, il faut réglementer ce qu'on appelle les pratiques commerciales incorrectes, injustes. Le 20 mars, le Parlement européen a approuvé une proposition qui a été longuement débattue et on espère que jusqu'à la mi-avril, le Conseil de l'UE va l'approuver et j'espère qu'on aura une directive qui régira et qui interdira l'utilisation des pratiques commerciales inéquitable. Et le principe de base de cette proposition est de protéger ceux qui ont de petites exploitations agricoles contre ceux qui détiennent de grandes exploitations. Cette directive prévoit une minimum force de mise en place et prévoit aussi un mécanisme de coopération au niveau de l'Union européenne. Je ne vais pas insister là-dessus. Je vais vous donner seulement quelques exemples de pratiques qui seront interdites. Par exemple, les annulations de dernière minute dorénavant. Et non pas seulement parce que la proposition initiale de la Commission essayait de protéger les fermiers contre d'autres facteurs importants de la chaîne de production. Et bien, suite à cette décision, la directive protège donc ceux qui sont les plus vulnérables contre les plus puissants. Voilà, c'est le principe de base. Et à chaque fois quand vous avez dans la chaîne un fournisseur et un acheteur, ils doivent être protégés en cascade. Ils doivent être protégés un chiffre d'affaires de 360 millions d'euros. Et maintenant, si vous permettez de passer à des aspects liés à la PAC, à la future PAC, à savoir comment moderniser l'agriculture et la politique agricole commune.
Les technologies, les nouvelles technologies sont très actuelles et la numérisation est très importante et l'utilisation des nouvelles technologies est une décision importante pour la durabilité de la zone rurale. Et pour le secteur rural, les nouvelles technologies en fait peuvent changer justement le visage, le visage justement du développement rural, et Big Data par exemple peuvent changer l'activité de l'industrie agricole, et l'industrie et les agriculteurs doivent être prêts à utiliser justement ces nouvelles technologies pour le bien justement de leurs exploitations agriculteurs et pour les exploitations agricoles, mais pour le bien-être justement de leurs exploitations agricoles. Ils doivent avoir les compétences nécessaires, les connaissances nécessaires. Et pourquoi il est important de promouvoir une agriculture basée sur des connaissances? Eh bien, pour la nouvelle proposition de réforme, on apporte un niveau transversal lié aux nouvelles technologies. Et on souligne l'importance de l'innovation, des nouvelles technologies. La coopération, elle aussi, est très importante. Et vous le savez très bien, dans l'Union européenne, on a dédié des ressources supplémentaires pour la recherche et Horizon 2020, un des peu programmes qui bénéficient de l'appui financier pour le domaine bio et agricole recevra 10 milliards d'euros dans le budget suivant. Ensuite, on met l'accent sur la promotion, sur l'utilisation et sur le transfert des informations dans des informations liées aux nouvelles technologies dans le domaine agricole. En Europe, au niveau de l'Union européenne, on a développé des infrastructures très solides, basées sur des observations au niveau de la Terre par le système Galileo, qui est très bien placé du point de vue logistique. Ensuite, on a un autre programme, un autre logiciel, EGNOS, qui est très important pour suivre l'activité agricole. Ensuite, on a le système Copernic qui nous fournit des services d'accès. Voilà des éléments très importants qui peuvent être utilisés tant par les agriculteurs que par ceux qui créent des politiques, par les décideurs. Et tout cela peut être utilisé par les agriculteurs dans leur activité quotidienne. Et pour le budget suivant, on propose un outil de durabilité agricole que les agriculteurs pourront utiliser à travers les satellites. Et ils peuvent l'associer aux informations fournies par le système de protection de l'environnement. Et avec les informations obtenues au sol, ce sont toute une série d'informations qui peuvent être utilisées, y compris pour obtenir des avantages économiques pour la protection de l'environnement et pour avoir une production optimale. Voilà des éléments qui peuvent aider les agriculteurs à produire de bons produits, des produits de qualité. Encore un élément, et je vais m'arrêter sur ça, comment moderniser la politique agricole commune à l'aide des technologies modernes.
il y a du potentiel là. Et nous avons commencé dans la période, dans le budget actuel, et on va continuer dans le budget futur. Le monitoring par les satellites, un outil très fort, très efficace du point de vue des coûts. Et on est d'avis que cet élément a du potentiel pour simplifier la vie de l'administration, de la Commission, et avec ces nouvelles technologies, on peut promouvoir une modalité moderne de gestion de la politique d'allocation des fonds aux bénéficiaires. Vous connaissez très bien la nouvelle proposition de la Commission qui est dans une étape de codécision. Et lundi, j'ai participé à un groupe de discussion dans le cadre de la Commission d'agriculture et de développement rural, et la réunion suivante aura lieu le 2 avril. Le Conseil, par la présidence roumaine, promeut jusqu'au mois de juin des aides partielles, et il faut parler avec le co-législateur. Il faut en parler avec le co-législateur pour justement aborder ces propositions et pour la mise en place de ces propositions, y compris pour les petits fermiers, de sorte à ce que nos sociétés bénéficient de la réforme de la PAC. Merci, Monsieur le Directeur, pour cette très bien structurée présentation et qui nous présente l'opinion de la Commission en ce qui concerne l'avenir des petits fermiers. C'est une vision claire concernant le transfert de technologie et la chaîne agroalimentaire, et puis aussi le rôle de la Commission et du Parlement dans tout cela pour aider les petits agriculteurs à lutter contre les grandes exploitations. Je suis tout à fait d'accord avec cette idée qui a déjà été exprimée par Monsieur le Directeur, cette règle des 20%, 80%. Hier, nous avons débattu et tout le monde a dit qu'on n'était pas d'accord avec cette réduction du budget, car il faut être conscient que 80% de ce budget va remplir les poches de seulement 20% des agriculteurs. C'est pour cette raison-là que les débats d'aujourd'hui sont très importants, ces débats portant sur les petits agriculteurs. Et on a eu cette bonne nouvelle concernant l'interdiction des pratiques commerciales déloyales. Je suis aussi très content de voir que le transfert de technologie est une priorité de la Commission pour ce qui est des petites exploitations. Le prochain intervenant vient toujours de Roumanie. Il s'agit du vice-président de la Commission pour l'agriculture et le développement rural au sein du Parlement européen. C'est un avocat, docteur en droit, avec des compétences dans l'arbitrage et avec une compétence élargie pour ce qui est du destin des petits fermiers en Europe. Quelqu'un qui connaît les leviers institutionnels qui pourraient aider les agriculteurs et qui connaît les solutions qui pourraient influencer les chaînes courtes de commercialisation, donc les moyens légaux que les petits ont dans leur lutte contre les plus grands. Et je parle donc de Madame Gabriela Zoană, à laquelle je donne la parole pour tenir sa présentation. Vous avez la parole, Madame Zoană. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, bonjour. Je suis très contente d'être ici à Bucarest pour participer à cette conférence très importante organisée par la présidence roumaine, par le Parlement roumain.
Bucarest n'est pas seulement la capitale de la Roumanie, mais maintenant c'est la capitale de la présidence du Conseil de l'Union européenne. Et je vais continuer dans ma langue maternelle, si vous permettez. Mesdames et messieurs, Monsieur le Président, chers invités, cela me fait un grand plaisir de vous rencontrer ici aujourd'hui à cette occasion-là pour discuter d'un sujet très important, à savoir l'encouragement des petits agriculteurs dans le nouveau cadre financier et pour impacter la chaîne agroalimentaire. En ma qualité de vice-président de la Commission pour l'agriculture et le développement rural du Parlement européen, j'estime que les petits agriculteurs sont le fondement de l'économie et de l'agriculture européenne. Nous devons mettre à leur disposition les moyens et les outils dont ils ont besoin, car c'est eux qui représentent un chaînon très important dans la chaîne alimentaire. La plupart des plus de 15 millions d'exploitations européennes de la chaîne alimentaire en Europe sont des fermes qui sont petites ou moyennes. L'agriculture à petite échelle contribue par ailleurs à soutenir le modèle de production, à augmenter la sécurité de la chaîne agroalimentaire, à stimuler l'économie et à assurer la cohésion territoriale et sociale au sein de l'Union européenne. La consolidation des performances de l'agriculture à petite échelle est essentielle pour la cohésion sociale et territoriale de l'Europe. Les jeunes agriculteurs sont souvent confrontés à toute une série d'obstacles lorsqu'ils veulent s'installer et faire développer leurs exploitations. Je suis un grand supporter de ces petits agriculteurs, peut-être aussi parce que moi-même je suis jeune et les jeunes agriculteurs sont la voie de l'agriculture européenne. Et ils se heurtent à beaucoup d'obstacles, mais il y a des outils juridiques complexes qui pourraient les aider. En ce sens, les premiers 5 ans sont très importants pour la viabilité à long terme d'une exploitation agricole. Les jeunes fermiers se sont longuement confrontés à des défis de nature légale et la politique agricole commune a toujours su offrir des mesures qui puissent les aider. Mais cette réforme qu'on vient inclut des mesures qui sont spécifiques tant pour les jeunes agriculteurs, mais qui sont aussi obligatoires pour les États membres en consolidant de manière considérable le soutien octroyé à présent aux jeunes agriculteurs. Une nouvelle politique agricole commune revue vise à favoriser les petits et jeunes fermiers. La proposition de la Commission pour la période 2021-2027 inclut un nouvel schéma pour l'agriculture et l'environnement et un fonds de 2% pour les jeunes agriculteurs. Il est essentiel de soutenir la recherche, l'innovation et la technologie afin de protéger l'avenir de l'agriculture dans l'Union européenne. Le cadre financier pluriannuel propose un budget de 10 milliards d'euros pour les projets de recherche et d'innovation dans le domaine alimentaire, agricole, du développement rural et de la bioéconomie. Je soutiens fortement la nécessité d'innover de manière pertinente afin d'avoir une agriculture multifonctionnelle dans notre Union et pour dépasser le décalage entre la théorie dans la recherche et la pratique dans l'agriculture. Nous avons 5 domaines prioritaires pour la recherche et l'innovation. Le premier vise la gestion efficace des ressources, surtout des sols, de l'eau, des nutriments et des ressources génétiques afin d'atteindre un équilibre entre la productivité et les objectifs liés à l'environnement dans l'agriculture. Deuxième, les plantes et les animaux plus sains, avec un accent placé sur les nouvelles applications visant la prévention et le contrôle des maladies et une approche holistique en matière de santé. Troisièmement, des approches écologiques intégrées, par exemple pour améliorer les services écosystémiques et pour développer des systèmes agricoles spécifiques tels que les systèmes agricoles écologiques et mixtes. Quatrième, des nouvelles ouvertures pour une
augmentation rurale en impliquant le développement de nouveaux modèles d'affaires, des chaînes circulaires de value et des transformations numériques pour soutenir et stimuler les économies rurales. Cinquièmement, la consolidation du capital humain et social et des zones rurales à travers des réseaux d'innovation, des services de conseil et des démonstrations dans les zones rurales. Le programme Horizon 2020 inclut la plupart de la recherche destinée au développement de l'agriculture dans l'Union européenne. Mais le modèle interactif d'innovation proposé par la Commission peut être amélioré. L'analyse de la Commission dans cette étape d'élaboration de sa proposition a des effets sur les parties impliquées dans l'élaboration des nouveaux plans stratégiques de la politique agricole commune, plans dont l'élaboration est essentielle. Plus concrètement, le plan stratégique de la politique agricole commune venant de chaque pays devra inclure une section concernant la stimulation de l'échange de connaissances et de l'innovation, tels que les services de conseil, formation, recherche, réseaux ruraux, les projets pilotes, les groupes opérationnels et la manière de les financer et de les connecter, y compris des parties impliquées dans la production, le partage et l'utilisation des connaissances. Dans le domaine agricole, cette nouvelles technologies peuvent et pourront moderniser le secteur, encourager l'innovation dans les affaires et créer de nouvelles opportunités d'affaires. Les nouvelles technologies pourraient être bénéfiques à tous les niveaux de la chaîne de valeur. L'agriculture numérique pourra changer le réseau traditionnel des parties intéressées qui gravitent autour des exploitations agricoles. En plus des parties prenantes traditionnelles, telles que les fournisseurs, les distributeurs, les commerçants, les détaillants et les consommateurs, on observe des nouveaux venants, les start-up, qui rentrent dans le réseau et introduisent les technologies nécessaires et l'expertise afin d'étudier les données générées par l'agriculture et par les chaînes alimentaires d'approvisionnement. L'agriculture de précision vient avec une révolution industrielle agricole et introduit la capacité de gérer le matériel séminal, les engrais, l'eau, les cultures, en réduisant également la quantité de pesticides utilisés. On souhaite tous d'avoir une agriculture fonctionnelle et moderne qui puisse emboîter le pas aux nouvelles technologies, de manière à ce que l'Europe sache faire face sans problème aux défis au niveau international. Et puisqu'on est là, je voudrais porter à votre connaissance les négociations portant sur les plans stratégiques. Lundi, il y a eu une rencontre des rapporteurs et tel qu'on s'y attendait, l'article le plus débattu a été l'article 15 concernant le plafonnement. On connaît très bien quelle a été la proposition initiale de la Commission, sa forme revue aussi, mais il y a eu des débats houleux dans le Parlement concernant le plafonnement. Moi, j'ai milité pour le plafonnement volontaire, mais il y a des voix au sein du Parlement européen qui souhaitent un plafonnement au montant initialement proposé par la Commission, qui, à mes yeux, est inacceptablement petit. Moi, j'ai tenu ma parole et, tel que je l'ai promis, j'ai lutter pour un plafonnement volontaire, de manière à pouvoir protéger les petits agriculteurs, mais non pas frapper les gros agriculteurs. Le Parlement européen viendra avec une proposition de plafonnement volontaire qui sera laissée à la latitude des États membres dans certaines conditions, bien sûr. On peut donc pratiquement parler de plafonnement volontaire seulement si l'État membre souhaite adopter cette solution et s'il décidera de contribuer de minimum 10% au paiement de redistribution, de manière à ce qu'une petite exploitation puisse passer outre le plafond maximum à l'hectare. Donc, si l'État membre décide en échange d'allouer 5% au paiement de redistribution ou bien moins de 10%, alors le plafonnement deviendra obligatoire à 100 000 € sans dégressivité qui ne rentre pas dans les éco-schémas. Article 28 du rapport concernant les plans stratégiques pour les jeunes fermiers.
En conclusion, la proposition du Parlement européen vise un plafonnement à 100 000 € seulement si l'État membre n'octroie pas un minimum de 10% au paiement de redistribution. Un plafonnement duquel sont exemptés les jeunes fermiers, les éco-schémas et la déduction des salaires jusqu'à 50%. Donc, pratiquement, on pourrait parler d'un plafonnement volontaire seulement si l'État membre souhaite et octroie de manière obligatoire 10% en paiement de redistribution. Ça a été la discussion qu'on a eue cette semaine-là. Voilà. Merci de votre attention. On vous remercie de ces informations à chaud et de votre présentation. Les débats deviennent de plus en plus intéressants. Et on avance vers justement trouver des solutions à ce problème intensément débattu. Et maintenant, nous voilà à 70-30%. On est parti de 20-80. Et bien sûr que ce qui nous intéresse, ce sont les petites exploitations, sans pour autant ne pas laisser de côté les grandes exploitations. Encore une fois, je vous remercie. Et maintenant, je vais donner la parole à M. Tomislav Panenic, le président de la Commission pour l'agriculture du Parlement croate. Et pourquoi? Parce que la Croatie aura un rôle déterminant pour justement achever les discussions. Si au cours de la présidence finlandaise, les débats ne seront pas finalisés. Il est diplômé de la faculté d'économie, il est membre de plusieurs commissions au sein du Parlement croate et à partir de 2017, il est le président de la commission pour l'agriculture pour l'agriculture du Parlement croate. Merci beaucoup, Monsieur Tantos, chers collègues, mesdames et messieurs. Tout d'abord, je voudrais remercier le Parlement de la Roumanie d'avoir inclus la cohésion agricole parmi les sujets de la présidence de la Roumanie. L'Europe d'aujourd'hui est différente de celle d'il y a quelques années, différente si on pense à ce qu'elle était il y a quelques décennies. Et une partie du développement politique et économique de l'Union est reflétée par ou dans les réformes de la politique agricole. Je ne vais pas entrer dans des sujets liés à la sécurité européenne, le Brexit, l'embargo russe, des obligations qui dérivent des contrats de commerce environnementaux et ainsi de suite. Ce qui me semble important est de souligner le fait que cette politique est très diverse et très spécifique et prend en compte en fait toutes les caractéristiques de tous les États membres et doit répondre à des intérêts divers et je parle ici des intérêts par exemple des petits agriculteurs. Et la Commission nous a présenter des mesures pour garder les exploitations agricoles en forme. Mais la question est quelle est la synergie qu'on peut obtenir de telles activités, parfois contradictoires. On est tous d'accord qu'il faut soutenir la production agricole, tant des petites exploitations que des grandes exploitations. Mais la question est si on est capable de mettre à leur disposition des outils pour les rendre encore plus résistants. Nous assistons à donc on a affaire à des économies plus développées, mais aussi à des économies moins développées, et à
une grande compétitivité sur certains marchés. On a aussi affaire à des décisions qui mènent vers l'interdiction de certains produits ou de certains producteurs qui sont plus petits, et il est nécessaire d'avoir une politique de réglementation du marché plus claire, parce que l'approche actuelle n'a pas pris en compte en fait trop en compte le soutien de petits agriculteurs. Ensuite, il y a une quasi-exclusivité de certaines marques sur les marchés. Par exemple, dans le domaine des vins ou de l'huile d'olive. Et les petits agriculteurs n'ont pas la logistique nécessaire, ne peuvent pas faire des sondages de marché, ne peuvent pas créer leur propre marque pour leurs propres produits. Et je dirais que même les producteurs moyens ont besoin d'aide. Ensuite, on parle de la traçabilité des produits, l'origine, la traçabilité des producteurs, et les petits producteurs ne sont pas trop visibles. Le marketing devrait être un objet d'étude obligatoire dans la nouvelle politique, parce qu'ils ne sont pas présents en fait trop présents sur les marchés. Il faut avoir des standards uniques et harmonisés en ce qui concerne la sécurité alimentaire. Et on vient de parler des pratiques déloyales. Et la Commission soutient une directive relative à l'interdiction de telles pratiques. Et il faut intensifier justement les pratiques pour interdire justement ces pratiques déloyales, car une hirondelle ne fait pas le printemps, et il faut lutter ensemble contre les pratiques déloyales. Et les parties qui en souffrent sont les petits agriculteurs qui ont un accès limité au marché et qui peuvent pas trop négocier, et ils sont confrontés à des pratiques déloyales, ce qui les impacte directement sur leur business. Il faut encourager l'association par des politiques, ceux qui représente peut-être la solution, avec en même temps l'encouragement des bonnes pratiques commerciales. Et pour les États membres qui viennent de joindre l'Union européenne, il faut peut-être tenir compte des expériences négatives sur la nationalisation des terrains, par exemple des périodes communistes. Ensuite, développer les liens entre les producteurs agricoles, le tourisme, le domaine de l'ORECA. Tout ça doit être encouragé en tant qu'élément de condition qui doivent être encouragées, et l'impact des nouvelles technologies qui facilitent beaucoup les processus agricoles devrait être dirigé de façon intelligente pour éviter le phénomène d'une agriculture sans des fermiers, pour la survie des zones rurales. Le problème de la migration de la main-d'œuvre du secteur agricole vers des secteurs plus développés ou vers des États membres plus développés est le résultat d'un accès limité à des biens publics, à des outils financiers. Et les petits fermiers donnent de la vie, encourage en fait les zones rurales, et les fermiers, on va dire à taille industrielle, donnent de la plus-value au-delà des zones rurales. Et le fait que les petits agriculteurs sont disparus ou sont en train de disparaître pourrait toucher la variété de produits alimentaires disponibles sur le marché européen.
Actuellement, les producteurs sont confrontés à des risques qu'ils ne peuvent pas influencer, l'accès limité à des marchés, les outils financiers limités. Et je m'arrête là. Et la conclusion est que les petits fermiers sont confrontés à une variété de problèmes et ça dépend de nous pour les aider et pour encourager les petits fermiers. Donc, en conclusion, quelle qu'elle soit la dimension de l'exploitation agricole, l'intensité des subsides, des subventions mène à des déséquilibres entre les anciens membres de l'Union européenne et les membres de l'Union européenne plus jeunes, on va dire. Et une question qu'on entend souvent est: est-ce que nos fermiers ont toujours le rêve européen? Parce que pendant des années et des années, on a eu ce rêve européen et les hommes politiques parlaient d'une Europe unie, de la solidarité, de la prospérité économique, de la tolérance. Et au début, les gens se sentaient unis et ils étaient enthousiasmés de cet avenir qui était le même pour tous. Mais ce rêve est devenu réalité et des pays moins développés sont entrés dans l'Union européenne. Et même si ces pays-là veulent croire à l'Union européenne, de temps en temps, j'ai du mal à croire à ce rêve quand je vois des agriculteurs qui sont chômeurs, qui gagnent très peu, qui ne gagnent pas leur vie, quand je vois qu'ils quittent leur pays pour mieux gagner ailleurs, et quand je vois que les personnes qui me sont chères deviennent sceptiques, eh bien, je ne peux pas blâmer ces fermiers que parfois ils perdent leur confiance parce qu'ils sont de plus en plus désespérés. Et donc la question est: est-ce que les fermiers ont toujours ce rêve européen ou bien leur rêve est de plus en plus un cauchemar européen? Chers collègues, est-ce qu'on a encore ce rêve? Merci beaucoup, Monsieur le Président. On fait tous partie. On a tous donc ce rêve, je crois, et ça dépend de nous de le rendre réel parce que chaque fermier doit se réveiller chaque matin, doit travailler dans sa petite exploitation. Et vous avez bien raison de dire qu'il faut déployer plus d'efforts pour faire plus pour le marché des petits fermiers, mais en même temps, on a beaucoup de solutions efficaces pour mettre fin à ces pratiques de marché déloyales. Et je vous remercie pour votre discours. L'intervenant suivant, Thierry Delescaille, secrétaire général de l'Organisation européenne des propriétaires de terrain. Un détail important en ce qui le concerne, il a commencé il y a quelques décennies. Il a démarré une exploitation, une ferme à taille humaine. Il a de l'expérience dans la cultivation des légumes, des pommes de terre. Il fait partie du conseil d'administration de plusieurs compagnies du domaine agricole et immobilier. Il participe de plusieurs groupes de travail sur la réforme de la PAC. Monsieur le secrétaire général, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je suis content d'être ici. Permettez-moi de vous présenter mon organisation. Il s'agit de l'organisation des propriétaires de terrain et nous représentons des organisations de fermiers. Il s'agit de l'organisation des producteurs des maraîchers. Il s'agit des fermes à taille humaine. Et
tous les fermiers ont en fait une exploitation, leurs business sont des business à taille humaine en fait. Et quand on discute des petits fermiers, vous savez tous que l'agriculture passe par un processus constant de changement structurel qui reflète le processus normal de transformation, de changement structurel. Mais on sait tous que ce n'est pas facile pour les autorités d'organiser, de mettre en place ce processus. C'est environ 10 millions de fermiers sont des concurrents aux États-Unis. Il s'agit de 2 millions de fermiers qui détiennent 180 hectares. And Italy. This is leading to consider that there De plus, il y a un grand nombre de fermes qui sont très petites au sein de l'Union européenne, qui sont impliquées dans la production de subsistance. Et une chose importante, politique, il s'agit des fermiers plus âgés, ce qui veut dire que même si le nombre de petites exploitations est à la baisse, cela continue à être la majorité des exploitations en Europe et le secteur agricole est un secteur où les gens continuent à travailler même au-delà de 65 ans. Mais à l'avenir, le nombre de petits fermiers va baisser une fois les générations vieillissent, et il est important de moderniser, il est important de prendre en compte cet écart de génération, et l'important est de garder la fiabilité économique de ces petites exploitations. Il ne faut pas aussi oublier le fait que les jeunes fermiers qui ont des exploitations un peu plus grandes sont les plus éduqués de ce secteur de l'Union européenne. En ce qui concerne le processus de changement structurel au sein de l'Union européenne, c'est un processus constant qui est important pour réduire la pauvreté et pour la création d'emplois pour les fermiers. On sait que la moitié des États membres ont fait de l'agriculture un secteur clé pour le développement de la prospérité, mais on sait qu'il y a une grande variété d'affaires rurales et les principes de base qui sont à la base de ces exploitations sont l'assurance des droits de propriété et la gestion intergénérationnelle. Et on doit prendre en compte tous ces aspects au niveau de l'Union européenne. Et quand on discute de l'encouragement des petits fermiers, on ne parle pas seulement de dimensions, des tailles, mais aussi des capacités, quelle qu'elle soit la dimension de l'exploitation. Moi, je considère qu'il faut promouvoir la soutenabilité au sein de l'Union européenne. Il faut aussi prendre en compte la protection de l'environnement et les politiques devraient continuer à améliorer la productivité des fermiers pour s'assurer de leur productivité. Donc, il y a une tension entre la réalité économique et l'objectif politique que nous devons appliquer. Donc, on s'oppose, on est contre le plafonnement proposé. Pourquoi? Parce que cette méthode, si on plafonne ce qu'on sollicite pour réduire ou pour atténuer les changements climatiques, on ne va jamais atteindre l'objectif souhaité. Et alors, on ne va pas encourager les jeunes générations pour embrasser justement ce genre d'affaires s'ils n'ont pas de chance justement pour se développer.
On a regardé la proposition de la présidence roumaine. C'est une proposition très intelligente. Donc, si chaque État membre a l'opportunité de contribuer de manière volontaire, c'est bien parce que ça ne va pas mener à une distorsion antérieure de la compétition, de la concurrence. On accueille la continuation de ce schéma pour les petits fermiers. On a analysé cette idée des agriculteurs authentiques. Il me semble que c'est plutôt un problème administratif. Et je vous invite à considérer la définition donnée dans le dernier omnibus. Donc, si on change la définition de l'agriculteur tous les 2 ans, ça va mettre en question la stabilité de cette politique. Une autre idée de la politique agricole commune, c'est de garantir des services de conseil et d'offrir plus de coordination entre les fonds Horizon, les fonds FEADR et les financements. Donc, on doit s'assurer que ça permet aux jeunes agriculteurs d'investir. La multifonctionnalité devient de plus en plus importante pour les entrepreneurs et les règlements européens devraient soutenir ce type d'initiative. Concernant la chaîne alimentaire, eh bien, là, je ne vais pas dire beaucoup de choses. C'est évident qu'elle est extrêmement importante et que ça pose les agriculteurs dans une posture économique où on leur demande d'être des fournisseurs et de fournir de manière accélérée les produits aux consommateurs. Je voudrais plutôt m'arrêter sur un autre aspect, c'est-à-dire de continuer à octroyer du soutien aux producteurs agricoles pour nous assurer qu'il n'y ait pas de gens qui les poussent à investir dans des mauvaises solutions financières. L'évolution numérique, eh bien là, il y a encore des écarts énormes entre les régions rurales et urbaines. Seulement 15% de la population a accès à des moyens numériques dans les zones rurales. Donc, on doit s'assurer que cette technologie leur devient accessible de manière à pouvoir pratiquer cette agriculture de précision. Car l'agriculture de précision n'est pas seulement liée à l'agriculture en tant que telle, mais est liée à une nouvelle manière de travailler. Donc, les politiques européennes devaient aider nos agriculteurs pour faire tout cela. Vous avez tous de l'expérience avec les outils informatiques et vous savez que parfois on n'en a pas accès, même si les efforts sont importants. Donc, on doit redoubler d'efforts pour les petits fermiers, pour leur offrir de l'accès, même sur un lot de terrain limité, car je ne pense pas qu'on puisse faire de l'agriculture de manière adéquate si on n'a pas accès à des outils informatiques. Donc, on doit leur offrir du soutien là-dessus. L'utilisation des ICT sera favorable et améliorée à l'avenir et les fermiers devraient en profiter. Mais on estime que la mise en œuvre, l'application devrait être simplifiée, bien sûr, par les autorités locales aussi. Il est fondamental qu'on se détache et qu'on se déplace d'un système de contrôle et de suivi vers un système de guidage et de conseil. Les administrations locales étaient un partenaire. Maintenant, elles ne le sont plus. On souhaite revenir à cette phase de partenariat.
Il faut aussi prendre en compte les soucis de protection des données personnelles, de confidentialité. Les fermiers doivent être conscients que lorsque les sociétés veulent utiliser leurs données personnelles, ils devraient bénéficier d'une protection pour ces données-là. Il faut relier l'agriculture et l'environnement, bien sûr, mais il faut penser qu'on obtiendra plus de résultats si on emploie les moyens numériques dans la production agroalimentaire. On devrait se déplacer de l'interprétation restrictive vers une approche équilibrée fondée sur les besoins du marché, si on veut bien sûr faire face à la concurrence sur la scène internationale. Alors, je vous invite à reposer sur les informations scientifiques, à baser vos décisions sur des faits et non pas sur des émotions. Je soutiens ce qui a été dit ici hier. Vous avez tout à fait raison que c'est une incohérence que de continuer à réduire le budget. Ça va impacter négativement nos agriculteurs. Si vous êtes un petit agriculteur, assurez-vous que vous augmentez l'efficacité des politiques proposées par l'Union. Je souhaite souligner l'importance de ces faits-là. Ne les découragez pas. Tout au contraire, envoyez-leur des messages positifs. Assurez-vous que ces petits agriculteurs ne se sentent pas pollués ou empoisonnés de faire ce métier. Ils doivent pouvoir faire ce métier de manière ouverte, de sentir toute la distinction de ce métier. Et c'est l'avenir et la prochaine génération. Merci, Monsieur le Secrétaire général. Comme vous venez de le dire, l'avenir des petites exploitations dépend de notre capacité de faire face à cette question, à la relève par la nouvelle génération. Nous avons donc entendu les présentations prévues pour la session du matin. Maintenant, on ouvre vers vos opinions. On accueille vos commentaires et avis sur la nouvelle génération, le transfert technologique, la révolution numérique et la manière d'aider les petits agriculteurs à pénétrer sur les marchés et à y rester. On a 13 intervenants qui souhaitent prendre la parole. Je vais demander à l'équipe logistique technique de démarrer le chronomètre et de nous aider à respecter le temps qu'on a avant la pause café. En tout cas, donc, on va avoir une plus petite pause café. On commence par Monsieur Pedro do Carmo du Portugal. Monsieur Carmo, vous avez la parole. Merci. Tout d'abord, je voudrais remercier la Roumanie pour cette excellente organisation. En portugais, on dit « obrigado ». Chers collègues des parlements nationaux, du Parlement européen et représentants des diverses organisations ici présentes, j'ai le plaisir aujourd'hui, à côté de vous, de discuter de l'avenir de la politique agricole commune et de la chaîne alimentaire, de l'avenir de l'agriculture. Pour ça, il est essentiel de comprendre qu'il faut mieux coopérer. Vous savez tous que l'agriculture et l'alimentation est la clé de l'avenir, qui a une importance cruciale. On doit les placer en premier. Je suis un représentant
d'une zone de vaste taille, mais avec une toute petite population. Au Portugal, l'agriculture est placée au centre de l'agriculture économique. Mais on a à faire face à des défis comme un manque d'eau et d'autres défis. Donc on doit faire face au changement climatique. Il y a surtout des régions où il faut de manière impérieuse atténuer les changements climatiques. Le programme Horizon 2020 devrait nous rallier pour trouver des solutions pour ces communautés d'agriculture dans des situations d'urgence. Cette nouvelle politique agricole commune devra faire face à l'agriculture qui emploie des méthodes agressives. On doit soutenir la variété des espèces et les petits agriculteurs pour leur permettre de croître, surtout les fermiers dans les régions qui sont les moins démunis, de façon à ce qu'ils ne se sentent pas laissés à la trêve. Il faut insuffler de la vie dans ces régions, créer des emplois pour soutenir la diversité. C'est un gros problème auquel il faut faire face. Comment faire venir de la population dans les zones rurales? Comment faire venir l'innovation à l'extérieur des zones urbaines? Et j'espère qu'on trouvera des solutions pendant ces 2 jours de conférence. Comment faire face au changement climatique et comment faire en sorte que les zones rurales s'adaptent à ces nouveaux défis. C'est là qu'il y a la clé de notre avenir. Merci de votre attention. Merci, Monsieur Carmon. Monsieur Ventura, vous avez la parole et se prépare Madame Kafantari, représentant de la Grèce. Merci. Bonjour, je voudrais remercier encore une fois l'organisateur roumain pour leur hospitalité, pour la manière dont ils ont organisé cette conférence. Il y a les élections européennes au mois de mai. Il n'y a plus beaucoup de temps. Le résultat de ces élections vont impacter les décisions au sein de la future politique agricole commune. Cette politique n'est pas seulement un instrument financier, c'est un instrument de conception de loi. La population vieillit au sein de l'Union européenne. 1,5 million d'agriculteurs sont plus âgés de 40 ans. Donc, on doit se replier sur nos modèles économiques, sur les nouvelles technologies, sur les conseils. Concernant la recherche et la sécurité alimentaire, on a besoin de placer l'accent sur l'innovation et la recherche pour avoir une politique agricole commune intelligente et durable. Le programme Horizon 2020 requiert plus d'attention aux investissements. Les technologies numériques sont actuellement présentes dans l'ensemble des domaines de l'activité socio-économique et ils apportent des avantages partout. Le secteur agricole est une route à voie unique. Donc, l'ensemble des parties prenantes, la communauté académique, la communauté agricole, les coopératives agricoles, les start-up devront tous coopérer pour permettre le développement agricole de leur pays après 2020. La crise financière prolongée a poussé les gens à quitter les villes et s'installer dans les zones rurales. La récession a fait augmenter le chômage parmi les personnes qui ont des hautes études. Donc, on a quand même
à faire avec des personnes qui ont beaucoup d'expérience pour ce qui est du management. La transition dans la société grecque a fait qu'on se déplace des méthodes traditionnelles agricoles vers de nouvelles méthodes, vers l'exploitation de nouvelles technologies. Et le développement agricole a pris un rythme alerte. « 450 000 fermiers de Grèce bénéficieront des mesures au titre de nouvelles politiques mises en œuvre dans notre pays. » Veuillez respecter le temps imparti. Monsieur Antonio Ventura du Portugal. Merci. Le Portugal a aussi des régions de périphérie, et de grosses exploitations et des petits fermiers. Donc, on est différent. Dans les régions périphériques, il est urgent d'avoir plus de soutien et plus de reconnaissance pour le transport, l'énergie et les produits traditionnels. Par exemple, la production laitière. Les produits laitiers sont traditionnels. Si on n'a pas du lait, on n'aura pas de gens. Donc, la politique agricole commune est très importante pour les petits fermiers. C'est important de produire les produits traditionnels. Il est nécessaire d'encourager l'utilisation des technologies numériques et de développer de nouvelles technologies et modèles d'affaires. Il est nécessaire aussi d'avoir une simplification. Il est tout autant nécessaire d'encourager la chaîne d'approvisionnement d'être moins complexe et de requérir moins de temps. Merci. Merci aussi. L'intervenant suivant est M. Chassaigne de la France. Vous avez la parole. Je vous remercie. Je voudrais d'abord dire que la France parle d'une voix unique, quelles que soient les sensibilités politiques, dans la préparation de cette nouvelle politique agricole commune. Nous avons défini ensemble, de façon unanime, des priorités. J'en retiendrai dans ces priorités 3 en lien avec le débat d'aujourd'hui. Une PAC qui accompagne la transformation des filières agricoles alimentaires avec des dispositifs en faveur de l'installation, de l'investissement et des démarches collectives. Une PAC avec une ambition environnementale qui nous semble indispensable, aller vers l'agroécologie. C'est une question de survie de notre agriculture. Et le troisième point, eh bien, assurer le renouvellement des générations, la vitalité des zones rurales. Et c'est dans ce cadre-là qu'il faut placer la petite exploitation agricole. D'ailleurs, quelle définition on donne à la petite exploitation? Quels chiffres derrière cette appellation? Pour notre part, notre vision de l'agriculture, c'est le refus d'un cloisonnement entre la petite agriculture et une agriculture qui serait d'une autre dimension. Nous pensons qu'il faut tirer vers le haut et que la petite agriculture ne peut pas être une agriculture de subsistance, un complément de revenus. Il faut être donc extrêmement ambitieux par rapport à son évolution, qui d'ailleurs, aujourd'hui, est d'autant plus d'actualité qu'elle est le mieux à même de répondre aux grands enjeux qui sont les enjeux planétaires. Ainsi, sur les questions qui nous animent, le numérique. Mais le numérique, ce n'est pas un gris-gris que l'on agite. Ça peut accompagner notamment les plus petites exploitations, autour d'un cahier des charges environnementales, sur la traçabilité des productions, sur des critères d'une haute valeur environnementale, de façon simple, sans vouloir lui donner une ambition trop forte. Le deuxième exemple sur le débat, la chaîne alimentaire, à notre avis, elle doit se faire autour de la montée en gamme, le développement de production sous signe d'identification, de qualité, parce que ça répond à une attente de la consommation des consommateurs aujourd'hui, et la petite exploitation, eh bien, elle a toute sa part. Et bien entendu, la mutualisation en matière de recherche agronomique, développer l'agroécologie demande que l'on ait une démarche commune. Et je dirais que, pour conclure, n'oublions pas un point déterminant qu'il ne faut pas occulter, c'est la possibilité de vivre avec un revenu, si bien qu'il faut que l'Europe aille bien au-delà de ses directives sur les pratiques commerciales. La France le fait, la France évolue par rapport à ça, notamment en considérant qu'il faut tenir compte des coûts de production, et si on veut maintenir l'agriculture, encore faut-il qu'elle puisse vivre.
Thank you so much for your. Merci beaucoup pour votre intervention. Maintenant, Monsieur Kafkarias du Chypre. Merci, Monsieur le Président. Merci à la Roumanie pour son hospitalité et pour l'organisation de cette conférence. Chers collègues, il est extrêmement important de soutenir les petits fermiers et d'encourager la relève des générations. Nos populations, les populations qui travaillent dans l'agriculture vieillissent de plus en plus, ce qui met en danger la durabilité du secteur tout entier. Une nouvelle politique agricole commune qui fasse baisser le critère d'éligibilité pour l'installation des jeunes fermiers est très bien accueillie. Actuellement, les agriculteurs chypriotes font face à nombre de défis. La fragmentation des terrains, les coûts de production élevés, la difficulté d'accéder aux capitaux. Le Chypre doit faire face aux coûts élevés d'exportation des produits agricoles. Donc, on doit prendre en compte les particularités de chaque État membre au sein de la politique agricole commune. Pour des raisons économiques et commerciales, tout aussi que pour d'autres raisons, nous sommes contre cette proposition portée par la Commission européenne. Par rapport aux menaces intérieures et extérieures, chers collègues, nous devons encourager les jeunes agriculteurs. C'est un élément clé pour le développement de l'agriculture à l'avenir et pour l'orientation du secteur tout entier vers une agriculture intelligente. On doit aider les agriculteurs à faire face aux défis croissants, surtout en matière de nouvelles technologies qui, elles, sont quand même plus efficaces pour ce qui est de gestion des coûts. Donc, on doit pouvoir mettre en œuvre ces nouvelles technologies. Et les jeunes fermiers doivent avoir les connaissances et les capacités administratives de pouvoir bénéficier de ces stimulants financiers. Le représentant de la Roumanie a maintenant la parole. Merci, Monsieur Barnatanso, le vice-président de la Commission pour l'agriculture, l'industrie alimentaire et le développement rural du Sénat de la Roumanie. Permettez-moi de vous féliciter pour d'avoir animé cette deuxième session qui est très importante. Chers collègues, chers invités, les petits fermiers représentent le passé, le présent et l'avenir, mais aussi un élément de base de l'espace rural européen. Le développement rural dans la PAC suivante doit prendre en compte le soutien des petits fermiers par des règles claires en ce qui concerne leur accès à la chaîne alimentaire. Mon intervention se concentre sur un objectif central assumé par la Roumanie, par la présidence au Conseil de l'UE, à savoir l'adoption de la proposition de la directive concernant les pratiques déloyales. Et la proposition parle des pratiques déloyales, les paiements tardifs, la modification unilatérale des obligations contractuelles et ainsi de suite. Et conformément à la proposition, certaines pratiques seront autorisées seulement si elles font l'accord d'un accord préalable. Dans cette proposition de directive est le résultat de plusieurs années de discussions, des sondages entre les fermiers au niveau européen. En Roumanie, par exemple, on a un marché commercial relativement bien organisé et réglementé par la législation nationale, les règlements européens, et ainsi de suite. Mais
les gros retailers occupent une grande partie du marché et appliquent des pratiques déloyales envers les producteurs autochtones, par exemple. Permettez-moi de vous offrir un exemple récent de pratiques déloyales. Le Conseil de la concurrence a sanctionné 7 commerçants, 3 retailers et 4 fournisseurs, et on leur a infligé des amendes dépassant 19 millions d'euros. Et les accusations portaient sur des accords qu'ils avaient faits pour régler des prix. Dans la période 2010-2016, les petits agriculteurs sont très vulnérables par rapport à toutes ces pratiques déloyales parce que leur force de négociation ne peut pas être comparée à celle de leurs partenaires qui achètent leurs produits parce que leurs options pour vendre leurs produits envers des consommateurs directs sont limitées. Le fait que 20 pays membres ont des normes spécifiques en ce qui concerne les pratiques déloyales est la preuve du fait qu'on se soucie, on se fait des soucis au niveau européen en ce qui concerne les pratiques déloyales. Par conséquent, je salue la préoccupation de tous les États membres pour y compris de la Roumanie, pour parcourir toutes les étapes procédurales pour adopter ces propositions qui gardera vivant le rêve des petits agriculteurs. Merci beaucoup pour votre intervention. L'intervenant suivant vient de l'Italie. Vous avez la parole. Stiamo discutendo di una dimensione molto rilevante per l'agricoltura. On parle de tous ces subsides très importants pour l'agriculture et en Italie, cela est très étroitement lié au conditionnement, le sujet des allocations budgétaires et du manque de sécurité, de l'insécurité à cause du Brexit. C'est pour cela que le Parlement européen se demande quel sera l'avenir de l'Europe et la Commission pour l'agriculture déroule des auditions, déroule des débats entre les collègues parce que le sujet de l'agriculture est très important en Italie. On est d'accord avec la position de la France. On a besoin d'une agriculture basée sur l'innovation. Voilà notre point de vue et on partage les choix faits basés sur une distribution plus équitable sur la base du premier pilier qui porte sur le plafonnement des fonds et on souhaite protéger les petits fermiers, ce qui veut dire qu'on protège l'environnement et on essaye de faire face au changement climatique aussi. La FAO a lancé des signaux d'alarme au mois de février en ce qui concerne les pratiques déloyales et c'est pour cela qu'on déploie des efforts au niveau national pour bannir des actions et les appels d'offres qui ne respectent pas les règles. On essaie de changer le paquet budgétaire et les critères de paiement. Il faut retenir qu'un hectare agricole ne représente pas la même chose que pour les fermiers qui ont de grandes exploitations.
les petites exploitations appartiennent aussi à des jeunes, par exemple, qui mettent en place de nouvelles technologies. C'est pour cela qu'il ne faut pas laisser de côté le soutien qu'on peut donner à ces jeunes agriculteurs. Il faut les aider et cela doit être une priorité au niveau national et au-delà du niveau national. Merci beaucoup pour les idées, pour vos idées. L'intervenant suivant vient de la Lituanie, Monsieur Kazis Starkevičius. Merci beaucoup. Je vous suis reconnaissant. Merci pour l'accueil. Et j'ai quelques observations. On a beaucoup parlé du budget réduit de la PAC et malgré tout ça, nous devons faire face à la fragmentation du domaine et il faut s'assurer du fait que les fonds sont distribués de façon équitable. Et j'aimerais qu'on fasse la différence entre l'agriculteur, on va dire, authentique et ceux qui ont aussi d'autres objets d'activité parce que à l'heure actuelle, on est confronté à à une nouvelle génération de l'industrie agricole, une génération qui déploie une agriculture de subsistance plutôt qu'une agriculture active proprement dite. C'est pour cela que j'encourage tout le monde à se concentrer sur ces aspects. Merci beaucoup. Je passe maintenant la parole au représentant du Parlement suédois. Je vous remercie. Je représente un parti d'opposition. Je voudrais remercier les organisateurs pour le dîner extraordinaire d'hier soir. Je vous remercie. Et si on parle d'un État membre, quand on parle d'un État membre, j'aimerais parler d'une productivité accrue et d'une profitabilité accrue. Mais quels sont les outils dont on dispose? It doesn't sustain a living countryside as much. En Suède, si on parle de l'innovation, eh bien, la Suède est très positive par rapport à ce sujet. Dans le paquet suggéré de normes et de budget, on se concentre justement beaucoup sur l'innovation, sur les nouvelles modalités de produire, mais ce qui manque et la variété de nouvelles plantes parce qu'il est plus coûteux d'investir dans de nouveaux équipements que d'investir dans du matériel pour la cultivation des plantes. Et on a un blocage et je crois que l'Union européenne ne se permet pas de ne pas utiliser ces nouvelles technologies de cultivation des plantes parce que tous les États membres sont intéressés de rendre possible justement la cultivation des plantes par des méthodes modernes et la Commission européenne devrait prendre la relève pour éliminer ce blocage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je passe maintenant la parole à Madame Michelle Mouherim d'Irlande, qui vient de l'Irlande. Merci beaucoup. Merci au Parlement roumain d'accueillir
cette réunion très importante. Je viens de l'ouest de l'Irlande et ce que je peux dire est que 71% de notre population vit dans des zones rurales. Et ce qui les rend vivantes eh bien, sont les fermiers et leurs familles. Ils sont très fiers de la qualité des aliments qu'ils produisent, de leur traçabilité. Ils n'hésitent pas à s'assurer qu'on respecte nos engagements en ce qui concerne les changements climatiques, la protection de la biodiversité et la qualité des eaux. Mais ce que je peux constater est qu'un des problèmes les plus importants est que la continuation des activités par les agriculteurs relève plutôt des problèmes entre les générations parce qu'il est plus difficile de convaincre les jeunes agriculteurs de s'investir dans ce domaine. C'est assez compliqué parce que les revenus sont assez démoralisants. Et parfois, ce sont de faibles revenus qui couvrent même pas les coûts, les investissements. C'est pour cela que je salue la directive relative aux pratiques déloyales. Il faut donner de la puissance, de la force aux agriculteurs. Il faut qu'on s'assure qu'ils reçoivent le prix correct parce que les jeunes qui sont plus éduqués, eh bien, par cette éducation qu'ils reçoivent, ils ont plus de chances à avoir d'autres emplois et ils vont quitter les zones rurales et on pourra plus avoir les mêmes collectivités, les mêmes styles de vie et donc le plafonnement est extrêmement important et par conséquent il faut le soutenir, il faut s'assurer qu'on n'a pas de réduction dans le budget plafonné en ce qui concerne les agriculteurs. Parce que l'agriculture n'est pas optionnelle. Les gens, on doit se nourrir. Et on ne cultive pas ce genre de produits dans des bureaux. L'agriculture est tout à fait nécessaire et il faut être aux côtés des agriculteurs. Et il faut s'assurer de l'efficacité de leur production, de la protection de l'environnement. Et en ce qui concerne les propositions, la proposition de plafonner les paiements directs à 60 000, on soutient cette idée, mais on ne soutient pas l'idée que notre agriculture, qu'on devrait prendre en compte ici notre agriculture. Et, en fait, ils ont besoin de plus de fonds. En fait, donc on ne soutiendrait pas l'introduction du coût de la main-d'œuvre dans le calcul du plafond du seuil de 60 000 €. Merci. C'est très bien d'avoir les avis de ceux qui vivent dans les zones rurales, qui sont directement connectés aux populations de ces zones-là. Donc, c'est des gens qui connaissent vraiment la vie dans ces petites exploitations. On va maintenant vers la Pologne. Madame Bratankis, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, chers membres du Parlement européen et des parlements nationaux. Le Parlement polonais est du même avis que celui déjà partagé. Les produits agricoles polonais produits dans les petites fermes sont de plus en plus distribués à travers cette petite chaîne de distribution. On a facilité la vente des produits locaux en tant que partie du commerce agricole de détail. Et on soutient le développement des petits producteurs agricoles polonais
ceux qui cultivent des produits de manière traditionnelle et qui essaient de les vendre localement. Pour ce qui est des chaînes d'approvisionnement offshore, on essaie de d'offrir accès aux consommateurs aux produits. La compétitivité de l'agriculture européenne devrait reposer plus sur l'innovation, sur les nouvelles technologies et sur les services de conseil, surtout pour ce qui est de la bioéconomie. On devrait l'introduire de plus en plus. Je sais qu'il y a une difficulté de transfert des connaissances et d'apprentissage des nouvelles technologies, surtout sur la scène polonaise. À notre avis, la nouvelle PAC devrait se pencher sur ces problèmes-là. On termine par M. Parampatis de Grèce et par M. Georgalas de Chypre. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. C'était l'inverse. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup de votre hospitalité. Chers collègues, permettez-moi de dire avec vous que le problème majeur des petits fermiers dans le cadre de la nouvelle PAC et de l'évolution numérique est le même pour tous. Dans mon pays, la Grèce, et aussi à travers l'Union européenne, on a beaucoup de petits fermiers qui contribuent quand même, malgré leur taille, au développement des sociétés rurales et du paysage ruraux et qui assurent la continuité de la production locale et traditionnelle. Donc, ils sont une pierre angulaire de l'économie grecque. Dans mon pays, les petits agriculteurs souffrent le plus en raison de la crise financière prolongée, surtout parce que les petits agriculteurs n'ont pas les garanties qui leur permettent d'obtenir des emprunts pour acquérir des intrants, pour investir dans les équipements et pour, bien sûr, s'assurer un niveau de vie, surtout pour les jeunes agriculteurs qui sont l'avenir de l'agriculture européenne. Cependant, la haute valeur ajoutée apportée par les petits agriculteurs en comparaison avec les grosses exploitations nous pousse à leur offrir notre fort soutien et reconnaissance. Nous soulignons le fait qu'on a besoin de mesures solides pour soutenir les petites fermes familiales, surtout pour ce qui est des coûts. Les petits fermiers devraient bénéficier, au titre de nos politiques, d'assez de soutien pour se permettre l'agriculture numérique et les opportunités qui dérivent dans la nouvelle directive pour avoir plus de pouvoir dans la chaîne alimentaire. Bien sûr, nous sommes également d'accord que la PAC devrait être un peu plus orientée vers le marché et faire en sorte que les agriculteurs basent leurs décisions sur les exigences du marché. Cependant, il faut continuer avec les schémas en place pour les petits agriculteurs pour rééquilibrer les paiements octroyés aux petits agriculteurs, offrant supplément pour le premier hectare à partir de l'enveloppe nationale. Le deuxième pilier de la PAC devrait prévoir également des mesures ciblées visant à faire face aux défis socio-économiques auxquels se confrontent les petits agriculteurs.
on vise une aide de 50 000 € ou plus pour les petits agriculteurs pour l'installation et du soutien soutenu pour investir dans les activités non agricoles, par exemple les activités de conseil, les formations pour les technologies numériques visant à améliorer les performances. Merci pour votre attention. Merci. Le représentant du Chypre est le dernier, mais non pas des derniers intervenants. Merci, Monsieur le Président. Je salue tous les collègues ici présents. Tout d'abord, je voudrais souligner le fait que le Chypre a une structure agricole particulière et des conditions environnementales spécifiques. Nous avons des exploitations petites et très petites dans notre pays. En raison des changements climatiques, en outre, mon pays souffre de la sécheresse prolongée et le coût de production est également très élevé. Enfin, notre marché est petit et isolé du reste de l'Europe. Compte tenu de toutes ces difficultés-là, nous faisons de notre mieux pour aider surtout les jeunes qui souhaitent s'installer dans l'agriculture. On a besoin de jeunes, on a besoin d'une nouvelle génération d'agriculteurs en Chypre. Les jeunes qui se tournent vers l'agriculture y retrouvent un niveau d'activité qui a été transformé par le numérique et qui peut apporter une forte valeur ajoutée. Les nouveaux investissements, l'innovation et la recherche, à notre avis, sont les outils que nous devons employer de plus en plus dans nos capacités agricoles en Chypre. Chers collègues, le nouveau modèle de la PAC est bénéfique pour nos pays, mais aussi dangereux. Chypre pourrait perdre jusqu'à 40 millions en vue de ces réductions dans la prochaine période. Donc, vu cela, on souhaite exprimer haut et fort notre position contre la réduction du budget de la PAC. Pour ce qui est de la durabilité de l'agriculture, non seulement du Chypre, mais aussi de l'entière Union européenne, nos attentes visent le maintien du niveau actuel de financement pour la prochaine période de financement. Et Chypre vise à mettre en œuvre tous les efforts nécessaires, vise à soutenir les réformes et l'innovation dans les secteurs cruciaux tels que le secteur alimentaire et agricole et le développement rural. Merci de votre attention. Merci pour tous vos commentaires, toutes vos idées. Je pense que notre niveau de caféine et nicotine est très bas, donc je vais donner la parole à notre vice-présidente pour la conclusion de cette première session et ensuite on prendra la pause café dans la salle qui se trouve ici à ma droite. Tout d'abord, je voudrais vous remercier de vos extraordinaires interventions et de la forte valeur ajoutée de vos contributions aujourd'hui. Il est important de noter ici la participation d'emblée de nombre de pays à cette conférence organisée par la présidence roumaine du Conseil de l'Union européenne, car le thème est majeur pour tous nos pays. Je
me réjouit de voir une différence d'opinion, ce qui veut dire que nous allons pouvoir construire un meilleur avenir pour les petits agriculteurs. On a noté des contributions particulières, des idées avec beaucoup de poids, comme par exemple ce que c'est qu'une petite exploitation dans un État membre et si on peut la nommer de la même manière dans un autre État. On a également parlé des pratiques commerciales déloyales. C'est vrai, les fournisseurs les plus faibles devaient être protégés contre les plus forts. On a parlé des plans stratégiques conçus au titre de la PAC et je suis tout à fait ravie d'avoir rendu possible cet échange d'idées concernant la politique agricole commune et les plans stratégiques. Un autre point, le développement des stratégies numériques dans l'agriculture. C'est un désidératum qui ne devrait pas être absent. Sans la numérisation, quelle concurrence faire à nos partenaires sur la scène internationale ou à la Chine, par exemple. Donc, la plus petite des exploitations devrait pouvoir en bénéficier. On a mentionné également le plafonnement. J'ai vu que ce sujet a titiller votre intérêt et que vous avez hâte d'apprendre ce que les institutions européennes, en collaboration avec la Commission et le Conseil, vont décider à ce sujet-là. Le plafonnement intéresse également les petites et les grandes exploitations et en Roumanie surtout les moyennes exploitations. C'est vrai, vous l'avez dit, il faut tenir compte des spécificités de chaque État membre. Nous avons parlé du plafonnement à 60 000 €, proposition initiale de la Commission européenne qui n'a pas été agréablement accueillie par le Parlement européen. C'est pour cette raison-là qu'il y a eu de nouvelles négociations et on a vu ici la proposition visant le plafonnement volontaire. Et les 10% qui vont au paiement de redistribution. Sinon, on aura un plafonnement obligatoire à 100 000 €. Voilà donc, on essaie de trouver des solutions viables entre nous tous, des solutions adéquates non seulement aux petites exploitations, mais aussi aux grandes. Monsieur Panini a abordé la question de l'association des petits fermiers pour faire mieux face au marché. D'autres opinions ont été mentionnées. Les subventions existantes qui mènent à des déséquilibres entre les positions des agriculteurs des divers États membres. Donc, l'inégalité des subventions a elle aussi fait partie des thématiques abordées aujourd'hui. Ce qui est important, surtout, c'est de transmettre des messages positifs à la nouvelle génération, à regarder de près les problématiques des nouveaux et jeunes fermiers qui méritent non seulement d'être encouragés et aidés, mais méritent d'être aidés à se développer, méritent de recevoir le soutien nécessaire pour pouvoir s'installer dans l'agriculture et bâtir une affaire durable dans les zones rurales. Pour moi, c'est une priorité que de travailler ensemble
pour stopper la dépopulation des zones rurales. C'est une problématique que j'ai maintes fois soulevée dans le Parlement européen et je suis sûre que vous êtes tous d'accord avec moi pour dire que chacun d'entre nous, devons contribuer pour rebâtir et insuffler de la vie dans les villages d'où certains d'entre nous venons. Merci de toute votre attention portée à cette conférence et merci